Je vais commencer par présenter l'association Négawatt et me présenter un peu plus, et puis je vous dirai après par quoi je vais essayer de passer pour nourrir cette discussion. Donc l'association Négawatt, et même le groupe Négawatt, je vais venir dans une seconde, mais l'association c'est une association d'experts qui fête ses 25 ans cette année, qui voilà, est ce qu'on appelle un think tank, donc qui produit des idées et des propositions pour le débat sur l'énergie, qui le fait essentiellement à partir de scénarios. On en a produit 5 jusqu'ici et on est en train de préparer le 6e et j'en parlerai à la fin. Et ces scénarios nous permettent de porter des propositions de politique et mesures et de réagir aussi à des propositions, celles du gouvernement notamment, en particulier quand elles ne vont pas dans le bon sens, et malheureusement, ça arrive de plus en plus souvent. J'ai dit qu'on est un groupe parce que l'association et ses experts, qui pour la plupart sont ou étaient, pour ceux qui sont à la retraite, dans des bureaux d'études, dans des collectivités, donc agissant sur le terrain, sur la mise en œuvre de la transition, on tient vraiment à rester ancré dans cette dimension mise en œuvre, à pas juste rêver des scénarios à long terme, sans avoir une bonne idée pratique de comment ça se met en œuvre, d'où le fait d'avoir créé en 2009 un Institut Négawatt qui lui développe des prestations de formation professionnelle. D'ailleurs, quelqu'un me parlait de l'une d'elles à l'instant, de l'accompagnement de collectivités, d'entreprises, etc. Donc vraiment sur la mise en œuvre des leviers de la transition, et puis qui incube aussi des entreprises qui, elles, vont encore plus chercher à massifier de façon plus diffuse, et c'est le cas de Dorémy, qui veut dire dispositif opérationnel de rénovation des maisons individuelles, ce qui vous situe son champ. L'autre point que je veux souligner, c'est que à partir de 2001, donc de sa création, Négawatt est très longtemps resté concentré sur la dimension française, mais que depuis quelques années, on a aussi développé une activité au niveau européen, avec en particulier un scénario Clever qu'on a développé avec une vingtaine de partenaires. Et c'est vraiment important pour nous aussi, sur les enjeux de politique énergétique qui se décident en partie à Bruxelles, de faire le lien entre toutes les échelles, l'échelle européenne, l'échelle nationale et l'échelle des territoires et de la mise en œuvre. Ça, c'est sur l'association. Quelques mots sur moi et sur mon parcours. Je ne vais pas vous relire toutes ces citations qui sont, voilà, pour moi, des citations importantes qui ancrent mon parcours, mais j'ai une formation universitaire au départ, mathématiques, puis on ne parlait pas de bifurcation à l'époque, mais c'en était une, un DEA et 3 ans d'études doctorales sur l'information scientifique et technique, et j'ai travaillé à ce moment-là sur la question du démantèlement nucléaire, mais surtout j'ai rencontré en fait dans le laboratoire qui m'accueillait voilà, des scientifiques qui étaient dans cette idée de renverser la vision dominante où les scientifiques, les sachants portent la bonne parole auprès du public ignorant, mais au contraire de réfléchir à la manière dont la production scientifique et technique doit se nourrir et s'articuler vraiment avec les préoccupations des différents publics. Et c'est vraiment de là que vient tout mon ancrage dans le rôle de l'expertise, en particulier de l'expertise associative comme celle de Négawatt, comme contribution au débat public. J'ai ensuite, pendant longtemps, deuxième bifurcation au hasard de rencontre, je suis tombé sur une association qui a cessé ses activités en 2020, mais qui a été créée en 1983. WISE Paris, qui a longtemps été l'un des rares centres d'expertise indépendants sur les questions nucléaires et plus largement énergétiques en France. J'y ai été chargé de projet, puis directeur adjoint, puis directeur. Et voilà, j'ai vraiment trouvé là le lieu pour développer cette expertise et cette prise de l'expertise avec le débat public. J'ai eu la chance de passer pendant 1 an en cabinet ministériel auprès de Delphine Batteau en 2012 pour travailler plus spécifiquement sur le débat national sur la transition énergétique,
à l'époque, qui avait été décidé par François Hollande. Et là encore, ça m'a nourri de justement ce lien entre l'expertise et la décision politique et la nécessité à un moment donné pour les experts, une fois qu'ils ont fait leur travail, d'informer le débat public, et ben de s'en remettre à la décision démocratique. Et donc de ne pas rester dans une posture technocratique en disant bah, nous on sait, c'est ça qu'il faut faire. Et je pense que c'est quelque chose qui se perd malheureusement. Et puis à partir de 2006, d'abord bénévolement, mais de façon très active et impliquée, et puis progressivement comme salarié, aujourd'hui salarié à 100%, je me suis engagé avec l'association Négawatt, donc, et j'ai eu notamment l'honneur, dans ce cadre-là, d'intervenir au nom de l'ensemble de la communauté des chercheurs et experts indépendants en plénière à la COP21 pour porter un message qui me tient toujours à cœur. La recherche et l'expertise pluraliste sont des ressources clés sur lesquelles les politiques peuvent s'appuyer pour engager résolument une transition énergétique réussie et conforme aux objectifs climatiques. Voilà mon parcours en quelques jalons. Maintenant, de quoi on va essayer de parler? Je vais quand même essayer de resituer pourquoi on se pose cette question aujourd'hui une transition sans nucléaire ou avec nucléaire, dans quel contexte politique ça se pose. Je reviendrai à la fin davantage sur des enjeux politiques. Et ensuite, je vais faire ça en gros en trois séquences. La première, ça sera la question de la soutenabilité de notre système énergétique et de nos trajectoires énergétiques et le nucléaire dans tout ça avec ses risques spécifiques. La deuxième, donc mon troisième point en l'occurrence, sera de discuter et situer ça dans une perspective mondiale par rapport aux scénarios du GIEC qui sont illustrés ici et aux différentes solutions que le GIEC met en avant, également illustrées sur ce graphique. Et puis on finira bien sûr sur la perspective française et la situation la place du nucléaire dans le système énergétique et sa place dans les différents scénarios conformes aux objectifs climatiques, aux objectifs de Paris. Voilà, c'est pour vous situer de quoi je vais parler. Je peux, moi, le faire d'un trait pendant une grosse heure, je pense, mais c'est bien aussi si à un moment donné vous avez des questions et qu'on est plus interactif, mais c'est aussi pour ça que je vous donne le plan pour qu'on essaye de garder cette ligne. Donc ça c'est vraiment à votre guise. Et puis la deuxième chose que je veux dire avant de commencer, c'est que vous verrez, il y a quand même pas mal de slides où j'ai des graphiques, parfois ou des tableaux parfois assez complexes avec pas mal de chiffres. L'essentiel n'est pas que vous compreniez tous ces graphiques, leurs détails et tous ces chiffres. Ils sont là comme support des messages que je vais vous passer. Et ils sont là surtout comme support pour revenir ensuite, puisque je mettrai évidemment cette présentation à disposition des associations qui organisent. Voilà, si c'est OK pour tout le monde, je rentre dans le vif du sujet. Et donc pourquoi on est à parler de ça aujourd'hui ? Parce que depuis une dizaine d'années, on a vécu un retournement qui n'était pas forcément prévisible. Souvenez-vous, en 2012, François Hollande, candidat à la présidentielle, a cette formule qui m'a vraiment marqué à l'époque. La France a besoin de sortir de la double dépendance au pétrole et au nucléaire. On est juste après la catastrophe de Fukushima et il y a cette crainte d'être trop dépendant d'une énergie qui n'est pas sûre. Et cette formule, elle est très forte parce que jusque-là, et à nouveau ces dernières années, mais jusque-là, on avait toujours entendu que le nucléaire est un vecteur d'indépendance énergétique, bien sûr. D'indépendance vis-à-vis des hydrocarbures. Donc de parler d'une double dépendance, c'était vraiment un message important, en rupture. Et si vous vous souvenez, de cette posture découle un certain nombre de décisions avec un plafond de capacité installée, mais surtout une orientation vers la réduction de la part du nucléaire dans le mix électrique français, avec un objectif fixé à l'époque de réduire à 50% d'ici 2025, et puis l'engagement à fermer les premiers réacteurs, Fessenheim. L'engagement c'était 2016, ils ont été fermés en 2020, donc on peut largement discuter
de la façon dont François Hollande et ses gouvernements ont mis en œuvre ou pas ces engagements, mais en tout cas, il y avait une orientation très claire et inédite à l'époque qui nous orientait effectivement vers un déclin, si ce n'est une sortie du nucléaire. Et puis Emmanuel Macron, pourtant élu en 2017, en s'engageant à tenir les engagements de François Hollande sur le sujet, change progressivement d'avis et en 2020, dans un discours à l'usine Creusot-Forge qui fabrique les gros composants nucléaires, où il dit aussi, ça n'apparaît pas là, mais il dit nucléaire civil, nucléaire militaire, l'un ne va pas sans l'autre, et j'y reviendrai. Il dit l'avenir énergétique et écologique de la France passe par le nucléaire, et puis 2 ans plus tard, un peu plus d'un an plus tard, à Belfort, cette fois-ci dans l'usine qui fabrique les turbines pour les réacteurs nucléaires, il lance ce fameux discours de Belfort où il dit il faut reprendre le fil de la grande aventure du nucléaire civil en France. Incidemment, et c'est peut-être quelque chose sur lequel on peut revenir aussi, je rappelle toujours que ce discours est prononcé une dizaine de jours avant l'invasion de l'Ukraine, et que donc en fait c'est le dernier discours énergétique prononcé dans l'ancien monde, géopolitique et énergétique, mais qu'on n'a pas mis à jour depuis, et en tout cas, ça se traduit par un certain nombre de décisions, la prolongation à 60 ans, voire plus si affinité de l'ensemble des réacteurs nucléaires, un programme de construction de 6 réacteurs EPR au moins, voire 14, et l'idée de lancer des prototypes, vous savez, de ces SMR, ces petits réacteurs modulaires qui seraient le nucléaire du futur. Donc en 10 ans, une inversion complète de politique qui pourtant n'a jamais été vraiment débattue en tant que telle, et ce discours du président de la République, il est présenté comme un discours de campagne, en fait, il ne s'appuie sur aucun processus démocratique, hein, ça a été dit en introduction. Ces décisions sont prises sans véritable débat, et ça n'a fait que s'aggraver depuis, puisque notamment, pour souligner ce point, Emmanuel Macron a réactivé une instance qui s'appelle le Conseil de politique nucléaire, qui avait été créé par Nicolas Sarkozy à l'époque. C'était pour discuter de la façon dont on pouvait vendre des réacteurs nucléaires à un certain Muammar Kadhafi. Mais ce Conseil de politique nucléaire, il réunit le président de la République, le Premier ministre, les ministres concernés par les sujets nucléaires, au titre militaire ou civil, les responsables du CEA, de l'autorité de sûreté nucléaire, et les dirigeants des grandes entreprises nucléaires. Ils se réunissent de façon opaque. On a juste un communiqué nous disant de quoi ils ont parlé et quelles décisions ils ont prises quand tout se passe bien. Et ce Conseil de politique nucléaire, qui s'est réuni 4 ou 5 fois, je crois, depuis que Emmanuel Macron l'a réactivé, en fait, a appris toutes les décisions récentes de relance du nucléaire, de relance du retraitement à la Hague, etc. Donc ça, c'est le premier point. Et puis, dans ce discours de Belfort, Emmanuel Macron, il dit quelque chose d'important. Il dit 100% nucléaire ou 100% renouvelable. Aucun expert ne dit que ces 2 schémas sont réalistes, sérieux, possibles pour la nation. Alors 100% nucléaire, je lui concède, hein, même les pro-nucléaires ne revendiquent pas ça. Par contre, 100% renouvelable, qu'ils disent qu'aucun expert sérieux ne le considère possible, et même réaliste, voire désirable, c'est beaucoup plus problématique. Et là, je ne parle pas des experts non institutionnels, associatifs, comme Negawatt, je parle d'experts institutionnels, officiels, puisque à l'époque, et j'y reviendrai à la fin, ils disposent de rapports produits fin 2021 par RTE, donc qui est le gestionnaire du réseau de transport d'électricité, par l'ADEME, l'Agence de la transition écologique, et des rapports qui affirment, avec scénario à l'appui, que le 100% renouvelable est possible en France. L'ADEME considère même qu'il est moins cher que des scénarios où on continue à faire du nucléaire. RTE considère qu'il peut être plus cher, mais qu'il est maîtrisé, y compris du point de vue de la sécurité électrique. Et donc, le président, en théorie, a connaissance de ces rapports officiels lorsqu'il affirme quelque chose qui est contraire à leurs conclusions. Vous parliez de déni démocratique, je crois que celui-là est assez fort. Et puis, plus largement, et ça va faire partie de ce que je vais vous raconter maintenant, c'est cette affirmation
et toute la politique qui s'ensuit depuis ce discours de Belfort, elle s'inscrit en fait de plus en plus en porte-à-faux par rapport à l'évolution que l'on constate au niveau international et européen, qui est clairement une dynamique très favorable aux renouvelables et pas de véritable relance du nucléaire, notamment pour des raisons économiques. Voilà, je voulais poser ce tableau avant d'entrer dans des considérations plus concrètes sur le système énergétique et la place du nucléaire, y compris du point de vue de la soutenabilité. Donc, je vais commencer par ça. Qu'est-ce qu'un système énergétique soutenable et comment on peut considérer le nucléaire dans ce cadre? Donc, la première chose, c'est que, je voudrais rappeler, je viens de le dire, j'ai parlé de système énergétique, que justement, quand on parle d'énergie, on parle nécessairement d'un système. Les uns les autres, quand on nous dit énergie, on pense assez spontanément à des représentations qui sont à gauche ou à droite de cette diapo, qui sont plutôt des ressources énergétiques qu'on va prélever dans l'environnement, le vent, le soleil, le charbon, le pétrole et l'uranium pour le nucléaire, ou des services, en tout cas des équipements, qui nous rendent des services en consommant de l'énergie, pour nous déplacer, nous chauffer, cuire nos aliments et fabriquer un certain nombre de biens et d'équipements. Mais en fait, évidemment, la correspondance entre ces ressources et ces services ne se fait pas par magie, et si on prend par exemple l'uranium comme ressource, il y a différents chemins techniques pour aller de la ressource uranium jusqu'à différents usages. Ça passe pour l'essentiel par des centrales nucléaires et de la production d'électricité qui peut ensuite servir tous les usages que vous voyez ici, mais on peut aussi, en théorie, et ça existe de façon très marginale en Russie, alimenter, grâce à la chaleur dégagée dans les réacteurs, des réseaux de chaleur, et donc alimenter des usages spécifiquement liés à la chaleur, qu'ils soient industriels ou de chauffage des bâtiments. Cette illustration sur l'uranium, on pourrait évidemment la faire sur n'importe laquelle des ressources, et on pourrait à l'inverse partir de n'importe lequel des services pour voir comment, par différents chemins, on remonte à différentes ressources. Et derrière ça, le message que je veux porter, c'est que, en fait, quand on parle d'un système énergétique, on parle d'une manière, de la manière dont la société, à un moment donné, met en correspondance des ressources énergétiques qu'elle choisit d'exploiter et des services énergétiques qu'elle choisit de rendre. Et c'est des choix socio-techniques, puisque ça implique énormément d'installations, d'équipements, d'infrastructures pour transformer cette énergie, la transporter, la stocker, l'acheminer vers les consommateurs. Donc ça, c'est la dimension technique et industrielle de ces choix, mais c'est évidemment des choix sociaux et sociétaux et environnementaux par rapport aux ressources prélevées et aux services que l'on choisit de rendre ou pas. C'est d'une certaine manière, par exemple, un choix politique en France que 12 millions de personnes soient en précarité énergétique alors qu'on dispose abondamment d'énergie importée ou produite chez nous. Et donc, une fois que j'ai dit que l'énergie forme un système, que ce système structure politiquement, économiquement, géographiquement, vous connaissez ce que vous voulez, structure la société, il faut y ajouter cette dernière couche qui est que ce système énergétique aujourd'hui n'est pas soutenable. Il n'est pas soutenable d'abord à cause du changement climatique bien sûr, aussi par sa contribution à la perte de biodiversité, par l'épuisement des ressources fossiles qu'il entraîne, les crises géopolitiques associées, les problèmes environnementaux de pollution de l'air, de l'eau, les risques technologiques, que ce soit les risques associés à l'exploitation du pétrole, les risques nucléaires, etc., et tous les problèmes d'accès à l'énergie. Je viens de parler de la précarité dans un pays très développé comme le nôtre, mais le problème de l'accès à l'énergie au niveau mondial, c'est par exemple plus d'1 milliard de personnes qui n'ont toujours pas accès à l'électricité. Donc notre système, socialement, environnementalement, géopolitiquement et économiquement, n'est pas soutenable. Et donc, la question de la transition énergétique, c'est vraiment la réflexion sur la transformation en profondeur de ce système pour le rendre soutenable. Et comme je viens de vous dire que ce système, il mettait en relation des ressources et des services,
En fait, la transformation, ça veut dire à la fois un travail sur les ressources que l'on va exploiter, typiquement réduire notre recours au pétrole et au gaz et au charbon pour lutter contre le changement climatique, mais ça passe aussi nécessairement dans le même mouvement par un travail sur les services que l'on rend. J'y reviendrai tout à l'heure sur une approche de scénario énergétique traitant de ces problèmes. Dans l'immédiat, je vais plutôt insister sur la manière d'essayer d'aborder cette question de la soutenabilité du système énergétique et la meilleure grille dont on dispose aujourd'hui, même si elle est loin d'être parfaite, c'est la grille des objectifs de développement durable définis et adoptés par les Nations Unies quelques mois avant la COP21, quelques mois avant l'accord de Paris, donc c'est vraiment dans le même mouvement. Ces objectifs de développement durable, qui sont 17 en tout, ils traitent d'abord des questions, en tout cas d'abord avec notre perspective, des questions écologiques, le climat, l'énergie et la consommation, notamment consommation de ressources, de matières premières. Ils traitent d'objectifs écologiques qui sont plus difficiles à appréhender à travers des scénarios énergie, mais qui sont évidemment importants. La protection de la biodiversité terrestre et aquatique. Et je dis que c'est plus difficile à appréhender parce qu'on manque d'indicateurs agrégés pour définir l'évolution de la biodiversité à l'échelle nationale, par exemple. Ça se regarde de façon beaucoup plus locale et désagrégée, mais on peut qualifier les scénarios par rapport à leur contribution à la protection de la biodiversité, au contraire, la façon dont ils risquent de la dégrader. On a ensuite des objectifs de nature économique et sociale autour de l'emploi, de la notion d'innovation et d'infrastructure responsable ou de communauté durable. Plus directement sociaux autour de la lutte contre les inégalités, de la réduction de la pauvreté, de la faim, etc. Et puis des objectifs qui relèvent plus d'une amélioration de la qualité de vie, qualité de l'eau notamment et accès à la santé. Et pour finir, des objectifs qui relèvent de la gouvernance, notamment justice et paix dans le monde. Et puis un petit dernier que je garde pour un commentaire spécifique au travail de Négawatt, l'objectif d'accès à l'éducation. Alors évidemment dans le contexte français, c'est pas un objectif prioritaire par rapport à d'autres, mais on le souligne parce que en fait, pour nous la transition énergétique c'est aussi une appropriation par tout le monde, par les citoyens, par les acteurs dans les territoires, des leviers d'action pour la transition, parce que quand on parle maîtrise de la demande, mobilisation des renouvelables, etc., ça se passe de façon locale. Et donc, on considère que notre travail, en tout cas quand on fait des conférences comme celle-ci, il s'inscrit pleinement dans cette idée de participer à une éducation à la transition qui est une condition, pas suffisante, mais en tout cas nécessaire, de mise en œuvre de la transition en même temps qu'un objectif en soi. Voilà, une fois que j'ai posé tout ça, je vous l'ai posé notamment parce que ça me permet de faire référence à un travail que le GIEC, donc le groupe intergouvernemental d'experts sur le climat, a conduit en 2018 dans le cadre d'une commande qui est issue de l'accord de Paris. En fait, l'accord de Paris, il a cet objectif 1,5 degré. Mais à l'époque, pas grand monde pensait que le 1,5 degré restait atteignable, et donc il y a eu une demande de la Convention des Nations Unies en signant l'accord, une demande au GIEC d'analyser les rapports, les scénarios permettant d'atteindre le 1,5 degré. Je reviendrai dans un moment sur ces scénarios, mais parallèlement à ce travail sur les scénarios, le GIEC a fait ce travail important. Je reviens une seconde en arrière, j'ai oublié de commenter un point important. Les Nations Unies elles-mêmes soulignent que ces 17 objectifs de développement durable forment une matrice intégrée et indivisible. Autrement dit, ça n'a pas de sens de se focaliser sur l'un en oubliant les autres. Et c'est important puisque quand on parle d'action et de lutte contre le changement climatique, ça veut dire qu'il faut se préoccuper
de la manière dont les leviers d'action pour réduire les émissions de gaz à effet de serre contribuent plutôt favorablement ou pas aux autres objectifs de développement durable. Ce graphique un peu compliqué, c'est un résumé que l'on a tiré de cette analyse du GIEC dans une revue de littérature sur la manière dont vous voyez une vingtaine d'actions pour réduire les émissions, certaines relevant de la demande, hein, vous avez efficacité dans le transport, dans l'industrie, changement de comportement dans le bâtiment, etc. D'autres relevant plutôt du développement d'énergie bas carbone, d'autres de l'action sur les puits de carbone naturel ou puits de carbone technologique. Mais à chaque fois, le GIEC a regardé ce que dit la littérature scientifique sur l'impact, avec une certaine incertitude. Et donc là, vous avez une barre centrale qui est la valeur centrale de cet impact cumulé sur les objectifs de développement durable, et des barres d'incertitude en fonction du degré de connaissance ou de certitude qu'on peut avoir. Plus on est haut sur l'échelle, plus une action a un impact positif sur l'ensemble des objectifs de développement durable. Et donc ce que vous voyez, c'est la raison principale pour laquelle je vous le montre dans ce contexte, c'est que dans cette analyse du GIEC en 2018, le nucléaire est la solution de réduction des émissions de gaz à effet de serre qui obtient le moins bon classement en termes de soutenabilité globale. Alors il faut relativiser ce constat parce que c'est l'état de la littérature scientifique, elle n'est pas complète. Elle ne permet pas d'informer tous les croisements entre des actions de réduction et des objectifs de développement durable, mais le résultat brut de l'analyse du GIEC, c'est celui-là, et il touche en fait, il vient pour l'essentiel de trois défauts majeurs du nucléaire vis-à-vis de cette question de la soutenabilité, que je vais développer un peu plus maintenant. Le premier, c'est le risque d'accident majeur, qui renvoie dans la revue de littérature à la question de l'accès à la santé, c'est plus largement la question de l'impact de la radioactivité. Le problème des déchets à vie longue, qui lui est contraire à l'objectif d'infrastructure, d'innovation soutenable et à l'objectif aussi de communauté durable, puisque quand vous produisez des déchets nucléaires, vous avez nécessairement un transfert intergénérationnel de la responsabilité, de la charge de leur gestion. Et le troisième, qui est de loin le plus important à mes yeux, c'est vis-à-vis notamment de l'objectif Justice et Paix, la question de la prolifération nucléaire et du risque par continuité que le développement du nucléaire civil engendre du point de vue du risque d'un conflit nucléaire. Donc je vais revenir sur ces trois aspects plus spécifiquement. Avant ça, je voudrais rappeler que, même s'il y a beaucoup de discussions sur ce point, le nucléaire fait partie des énergies bas carbone. On peut discuter de la valeur en carbone du nucléaire. Hein. Vous voyez ici des chiffres sur la part des différents segments, disons, liés à l'activité nucléaire. Hein. L'amont, donc c'est l'extraction, le traitement du minerai d'uranium, etc., la construction des réacteurs, leur exploitation, la gestion ensuite des déchets et du combustible et le démantèlement. Donc on peut discuter et en fonction des hypothèses plutôt gonfler ou réduire les chiffres, mais en tout état de cause, ça reste toujours très loin des émissions des énergies carbonées liées à la combustion directe de pétrole, de gaz ou de charbon. Et donc on peut légitimement dire que le nucléaire est bas carbone, même si même si ça ne le range pas, de notre point de vue, parmi les énergies soutenables, au sens où le sont les énergies renouvelables. Mais une fois qu'on a dit ça, pourquoi il n'est pas soutenable? Il n'est pas soutenable d'abord parce que qui dit activité nucléaire dit potentiel de danger important. Quand vous avez un réacteur nucléaire, comme ici, c'est la vue 3D théorique des EPR2 que EDF propose de construire aujourd'hui, vous avez un cœur du réacteur dans sa cuve avec une puissance thermique considérable, hein,
dans le cas de l'EPR2, c'est 4500 MW, et environ 100 tonnes de combustible nucléaire. Et vous avez aussi, on l'oublie souvent, mais c'est très important, une piscine dite de désactivation. Donc ça, c'est la piscine combustible, dans le bâtiment combustible adjacent au bâtiment réacteur, dans laquelle on fait refroidir le combustible une fois qu'il a été utilisé. On le fait refroidir parce qu'il reste chaud. Et le fait qu'il reste chaud, c'est lié à la radioactivité qu'il continue à dégager. Si on ne le refroidit pas, il est tellement chaud qu'il finit par prendre feu et dégager, déclencher potentiellement un scénario d'accident au moins aussi grave que celui qui peut se produire dans la cuve d'un réacteur. Et donc, en fait, une installation nucléaire dans la cuve et dans la piscine, ça réunit une puissance thermique importante, une radioactivité évidemment très forte, une réactivité de la matière nucléaire très forte, et donc c'est un vrai potentiel de danger, il est très élevé. Évidemment, on cherche à se prémunir de ce potentiel de danger en réduisant le risque, c'est-à-dire le risque que ce danger s'exprime, donc en réduisant le risque d'accident par toute une série de dispositions, depuis la conception et la fabrication jusqu'à la gestion des situations accidentelles et vis-à-vis de la malveillance des mesures de protection. Mais on a beau faire tout ce qu'on veut dans ce domaine, on n'arrivera jamais au risque zéro. Il y a toujours un risque résiduel lié aux erreurs, aux défaillances, lié aussi à la malveillance. Et donc, le risque d'accident majeur existe dans toute centrale nucléaire et il peut être réduit, mais il n'est pas réductible à zéro. Et l'accident majeur, c'est un scénario évidemment catastrophique. L'occurrence d'accidents majeurs au niveau international, après Tchernobyl et Fukushima, c'est environ 100 fois plus que le niveau théorique de risque tel que l'affirment les démonstrations de sûreté. En tout cas, le niveau auquel qu'elles sont censées atteindre pour respecter des exigences réglementaires. L'accident nucléaire majeur, que ce soit à Tchernobyl ou Fukushima, on peut discuter à l'infini du nombre de victimes, et c'est compliqué vu que, en tout cas pour Tchernobyl, on n'a pas fait correctement le travail épidémiologique, mais ce qui est incontestable, c'est que c'est totalement destructif de la vie de dizaines de milliers de personnes au moins, qui d'un seul coup ont le choix entre parfois n'ont pas le choix, on peut les obliger à évacuer, mais en gros, soit sont obligés d'aller vivre ailleurs sans que ça corresponde du tout à un projet de vie, soit restent sur place dans des conditions, dans un environnement non seulement physique, mais aussi social et économique très dégradé. Puis une fois qu'on a dit ça, on est obligé de constater qu'on a aujourd'hui, parce que le parc nucléaire est vieillissant, parce qu'il y a des pressions économiques, des pressions populistes à l'abaissement des exigences de sûreté. Je dis populiste parce que c'est des décisions que Donald Trump vient de prendre aux États-Unis, d'abaisser effectivement les exigences. Le parc nucléaire mondial est en fait de plus en plus exposé, de mon point de vue, à ce risque d'accident. Et pour finir sur l'accident, c'est pas quelque chose de neutre quand on parle d'un accident majeur. Je ne vais pas vous détailler ces chiffres, mais c'est une évaluation qu'avait faite l'IRSN, donc l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, qui a été aujourd'hui intégré avec l'autorité de sûreté nucléaire, mais qui était indépendant à l'époque. Une évaluation après Fukushima du coût potentiel d'un accident majeur, tout coût direct et indirect confondu, pour la société française. Vous voyez qu'on parle de centaines de milliards d'euros, voire jusqu'à 1000 milliards d'euros. Et ce chiffre, qui paraît sidérant, est en fait assez cohérent par rapport au budget qu'on peut identifier pour remédier aux conséquences de l'accident dans les pays concernés, donc Ukraine, Biélorussie et Japon. Voilà pour l'accident. Un mot maintenant sur les déchets radioactifs. Là, je vais aller plus vite, mais c'est simplement pour rappeler que l'exploitation nucléaire produit des déchets radioactifs.
on le veuille ou non, et que certains d'entre eux sont hautement radioactifs, certains sont à très longue durée de vie, et ça veut dire que, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, inévitablement, l'exploitation de réacteurs nucléaires aujourd'hui transfère aux générations futures la responsabilité de les gérer. En France, c'est le projet CIGEO, d'enfouissement des déchets dans l'Est. Le programme actuel, en supposant que tout se passe bien, c'est qu'on finisse de descendre les déchets issus du parc actuel, je ne parle pas de futurs réacteurs, issus du parc actuel, qu'on finisse de les descendre dans ce stockage en 2150. Voilà. Ça donne une idée des horizons de temps. Le troisième point, c'est le nucléaire militaire. Je les commente et détaille pas, mais voilà, vous avez des chiffres ici sur l'arsenal nucléaire considérable qui existe aujourd'hui dans le monde, même si il a été réduit par rapport au pic de la guerre froide. Je rappelle aussi que le nucléaire militaire, c'est pas seulement les bombes, c'est aussi les réacteurs de propulsion navale, des sous-marins, des porte-avions qui sont les porteurs aussi de la force de dissuasion. Vous avez une illustration des chiffres à droite. Et le point crucial ici, c'est vraiment d'insister sur ce qu'on appelle cette dualité civile-militaire, c'est-à-dire le fait que les technologies de réacteurs, d'enrichissement de l'uranium, faiblement enrichi pour le nucléaire civil, très hautement enrichi pour le militaire, de retraitement pour produire à partir de combustibles usés du plutonium. Donc les technologies et les matières mises en œuvre, cet uranium enrichi et ce plutonium notamment, sont les mêmes dans le nucléaire civil et dans le nucléaire militaire. Et ça veut dire que, en fait, chaque fois que vous déployez du nucléaire civil, vous n'allez pas mécaniquement produire de la prolifération, mais vous allez abaisser vos défenses par rapport à l'absence de développement de programmes nucléaires militaires. C'est ce qu'on a observé. Hein. Vous voyez, la courbe en rouge, c'est le nombre de pays ayant développé du nucléaire civil. Il y en a beaucoup plus que de pays en bleu ayant développé la bombe. On peut d'ailleurs souligner que l'Afrique du Sud, je le dis puisqu'on est dans une salle Nelson Mandela, est le seul pays au monde à avoir acquis la bombe et renoncé politiquement à son programme. Voilà, vous voyez qu'on a connu au fil des années un accroissement du nombre de pays détenteurs des armes, malgré la création de l'Agence internationale de l'énergie atomique qui a été censée empêcher, qui est toujours censée empêcher cette prolifération, malgré le traité de non-prolifération nucléaire de 1968, et malheureusement cette histoire continue, on le vit aujourd'hui avec le conflit en Iran. Et je vais finir sur ce risque de conflit nucléaire par la partie que je trouve la plus effrayante en fait de cet exposé, sur les conséquences d'un conflit nucléaire. Alors, vous vous souvenez peut-être, pour les plus anciens, dans les fin des années 70, début des années 80, il y a eu les soviétiques et les américains ont déclassifié des documents et on s'est rendu compte que en fait, ils avaient des scénarios qu'on appelait les scénarios d'hiver nucléaire, qui sont illustrés par ce schéma d'époque. Hein. C'est des scénarios où, vous ne voyez peut-être pas, mais les petits chiffres, là, -5, -10, -20, c'est les chiffres de baisse de température à la surface de la Terre. Et en l'occurrence, c'est 40 jours après un conflit utilisant la majorité de l'arsenal à l'époque. L'arsenal est moindre aujourd'hui, mais et c'est dû notamment au fait que les explosions généreraient des feux de forêt, des feux dans les villes, et un nuage de poussière en haute atmosphère tel que la Terre perdrait 95% du rayonnement actuel, 95% de la luminosité actuelle. Alors on n'est plus dans ces scénarios parce que l'arsenal a été diminué, mais ça c'est une étude beaucoup plus récente, 2019, qui imaginait
un conflit entre l'Inde et le Pakistan en 2025, ça tombe bien, on en a eu un, qui imaginait que ce conflit dégénère en conflit nucléaire, puisque les deux pays sont armés. Ça tombe bien, il n'a pas dégénéré, mais le résultat que vous voyez ici, c'est des baisses de température, alors pas aussi importantes, mais quand même très fortes, de plusieurs degrés sur une bonne partie de l'hémisphère nord en particulier, et donc des conséquences au moins aussi dramatiques que celles du changement climatique. Et puis le dernier point pour se faire peur, c'est un tableau qui récapitule les principales situations où on peut considérer qu'on s'est rapproché d'un scénario de conflit nucléaire, soit par tension géopolitique, ça a encore été le cas ces dernières années. On se souvient de la manière dont Vladimir Poutine a joué avec cette question de la dissuasion au plus fort de l'invasion de l'Ukraine, soit par accident. On a eu plusieurs situations où des signaux mal interprétés, etc., auraient pu donner lieu à un déclenchement par erreur d'un conflit nucléaire entre l'Union soviétique et les États-Unis. Voilà pour ce qui est de la non-soutenabilité du nucléaire, qui lui est très spécifique et qui est évidemment sans commune mesure avec les problèmes de soutenabilité que peuvent poser les énergies renouvelables. Et donc ça, c'est vraiment la première chose à poser de manière très forte. On ne peut pas, juste parce que le nucléaire est bas carbone, le mettre au même plan que les énergies renouvelables quand on veut réfléchir à des solutions soutenables pour répondre aux enjeux climatiques. Une fois que j'ai dit ça, je vais en arriver au scénario. Et avant ça, je vais revenir à des aspects de méthode ou d'approche en reprenant la démarche sur laquelle Negawatt s'appuie depuis 25 ans. Je vais l'illustrer avec ce qu'on appelle dans notre jargon d'expert une chaîne énergétique, c'est-à-dire un chemin qui va relier une ressource, en l'occurrence le pétrole, à un usage qui sera l'éclairage. Ce n'est pas le plus commun aujourd'hui, mais c'est pour les besoins de l'illustration. Donc je reprends ma chaîne avec mon pétrole, qu'il faut commencer par raffiner, bien sûr. Il y a déjà des pertes à ce niveau-là. Il faut, pour s'éclairer, passer par l'électricité et donc passer par une centrale thermique, plus de 60% de pertes. Livrer cette énergie au consommateur final via le réseau, avec encore quelques pourcents de pertes. En général, en tout cas traditionnellement, la vision de l'énergie s'arrêtait là, parce qu'on sait assez bien quantifier l'énergie primaire qu'on prélève dans l'environnement, on sait assez bien quantifier l'énergie qu'on appelle finale, qui n'apparaît pas ici, mais qu'on livre au consommateur, que ce soit de l'électricité ou du carburant, parce que c'est compté, ça se facture. Ce qui se passe après, chez le consommateur, c'est plus compliqué. Et donc, les politiques énergétiques se sont très longtemps concentrées sur cette partie. Il se joue évidemment beaucoup de choses après, à commencer par le fait de convertir l'électricité, que ni vous ni moi ne consommons réellement, en une forme d'énergie qui nous est réellement utile, en l'occurrence de la lumière. C'est à dessein que j'ai choisi cette chaîne pour illustrer comment certains convertisseurs d'énergie peuvent être très mauvais et améliorés. Les ampoules à incandescence, vous le savez peut-être, elles dissipent 95% de l'électricité qu'elles consomment sous forme de chaleur. Et donc on sait faire bien mieux avec des lampes basse consommation, fluo-compactes, voire aujourd'hui avec des éclairages LED. Ça c'est la partie efficacité, mais en fait les choses ne s'arrêtent pas là encore. Après vous avez la manière dont vous concevez et dimensionnez vos équipements. Équipements d'éclairage, des lampadaires boules, esthétiquement rien à dire, énergétiquement c'est débile. Puisqu'ils sont en train d'envoyer la lumière produite par les ampoules vers le ciel pour éclairer le trottoir. Ça a l'air de rien, mais vous avez en fait, en pourcentage, plus de pertes à cette étape-là que dans la centrale thermique, en termes de rendement global. Donc c'est extrêmement important. Et puis la dernière chose, c'est les conditions d'utilisation. Ici, vous avez un réverbère, il a un réflecteur, c'est super. C'est une ampoule fluo compacte, c'est bien. Mais il est juste en train de consommer de l'électricité pour aucun service rendu, puisque cette lumière électrique ne fournit rien de plus que la lumière naturelle. Et donc,
on arrive à la notion de service énergétique, de service réellement rendu, et c'est ça en fait qui nous a amené à développer l'idée de sobriété, et à dire qu'il faut repenser le système énergétique à partir des services rendus plutôt qu'à partir des ressources disponibles. Et donc, c'est là qu'on amène cette notion de sobriété individuelle et collective sur les usages de l'énergie, pour remonter ensuite la chaîne en appliquant de l'efficacité et en appliquant ensuite une logique de substitution des ressources. Dans notre philosophie négawatt, cette substitution, c'est des énergies renouvelables plutôt que des énergies fossiles et nucléaires. Mais même si vous dites, moi je veux des énergies carbonées, donc fossiles, je veux les remplacer par des énergies carbonées, nucléaires et renouvelables, ça ne change rien en fait à la logique qui est que si vous voulez remplacer, il va falloir commencer par maîtriser la quantité globale en faisant de la sobriété et de l'efficacité. Donc ça, c'est vraiment la philosophie que nous, on a développée depuis 25 ans et qui est aujourd'hui reprise, y compris reconnue, en nous reconnaissant un rôle de pionnier, d'ailleurs on en est assez fiers par le GIEC, et qui se développe de plus en plus dans les scénarios qui cherchent à atteindre les objectifs bas carbone. Ce qui m'amène justement au scénario, et là encore, je vous montre ça pas dans l'idée de le détailler, ça c'est sur le graphique à gauche, vous voyez un faisceau en fait de petites lignes, c'est tous les scénarios que le GIEC a repérés dans la littérature scientifique qui restent compatibles avec l'objectif, qui restait en 2018, compatible avec l'objectif 1,5 degré. En bleu, ceux qui atteignent 1,5 degré sans jamais le dépasser au cours du siècle. En gris, ceux qui atteignent 1,5 degré à la fin du siècle, mais qui dépassent, on appelle ça l'overshoot, au cours du siècle, avec toutes les incertitudes sur les problèmes que ça peut provoquer. Le GIEC a identifié à travers ces scénarios 4 grandes familles, donc vous voyez P1 à P4. En gros, à gauche, c'est les familles les plus compatibles avec l'objectif, avec les objectifs climatiques, et elles s'appuient essentiellement sur des solutions de changements sociétaux, changements vis-à-vis de la consommation, action sur la demande, et beaucoup moins sur des solutions technologiques. Et à droite, c'est l'inverse. On ne change rien en mode de vie, on continue la croissance et sa généralisation, la généralisation du mode de vie occidental à l'ensemble du monde. Et on compense ça par, en jaune, les BECS, c'est-à-dire des technologies où vous allez planter des forêts, les raser, les replanter évidemment, les raser, et brûler ce bois à la place d'autres ressources pétrolières, en stockant géologiquement tout le carbone issu de cette combustion. Et il suffit juste de le faire, vous voyez, à une ampleur qui correspond à l'industrie du pétrole et du gaz réunis aujourd'hui. Facile. Avec des technologies qui aujourd'hui n'existent pas. Voilà. Donc, le GIEC a raison, souligne que plus on va vers la gauche, plus on est sur des scénarios raisonnables et soutenables, et plus on va vers la droite et les solutions technologiques, moins évidemment on est dans ce champ. Ce que je veux souligner par rapport à ces scénarios, c'est 2 choses. La première, c'est que quand on regarde l'ensemble des scénarios, là vous avez les productions, et en rose vous voyez apparaître le nucléaire. Le niveau de demande est vraiment la première différence entre les scénarios, et clairement, plus on maîtrise la demande, plus on s'approche de la soutenabilité. Le deuxième, c'est que quand on regarde les scénarios et la manière dont ils projettent un développement du nucléaire en rouge et un développement des renouvelables en vert, avec évidemment une fourchette très grande selon les scénarios, on constate 2 choses importantes. La première, c'est qu'il n'y a aucun scénario où le nucléaire est plus important. Les renouvelables dominent, voire dominent très fortement le nucléaire dans tous les scénarios. Et la deuxième, c'est que quand on se concentre sur la partie nucléaire, en fait, des scénarios respectent l'accord de Paris, avec un nucléaire stagnant, voire en baisse. Et donc, l'affirmation de l'industrie nucléaire, selon laquelle le GIEC affirme que le nucléaire est indispensable pour atteindre les objectifs climatiques, est fausse, au vu des chiffres produits et validés par le GIEC lui-même.
Tout ça m'amène à expliquer maintenant, en regardant le nucléaire dans le monde, pourquoi il n'a pas plus de place dans les scénarios mondiaux. Et il n'a pas plus de place parce qu'en fait, il est très marginal. Vous voyez ici en vert, le nucléaire n'a pas du tout, en 70 ans de développement, n'a pas du tout remplacé les énergies fossiles. C'est plus qu'évident sur cette courbe. Vous me direz les énergies renouvelables non plus, mais en fait, l'émergence des nouvelles énergies renouvelables, éolien, photovoltaïque, est très récente à cette échelle mondiale, et il est trop tôt pour tirer des conclusions, et à l'inverse, on peut considérer, au vu de leur développement actuel, qu'elles ont beaucoup plus de chances que le nucléaire de remplacer les énergies fossiles. Un chiffre par rapport à ça, les énergies renouvelables aujourd'hui constituent 95% des nouvelles capacités électriques installées dans le monde. 95%. Et elles ont contribué en Chine pour la première fois l'année dernière à un recul des émissions et du recours au charbon. Donc elles sont en train de commencer à se substituer, on peut l'espérer en tout cas. Si je replace cette production nucléaire par rapport aux émissions, donc là on n'est plus sur la consommation d'énergie, on est sur les émissions mondiales de gaz à effet de serre, et ce que ce graphique montre, c'est que depuis le premier kilowattheure nucléaire au milieu des années 50, on a additionné en émissions annuelles 27, alors encore hein, le graphique n'est pas actualisé, il s'arrête il y a presque 10 ans, plus 27 milliards de tonnes de CO2. Et si on considère que le nucléaire a remplacé à peu près l'équivalent en énergie de ce qui est en dessous, et ben lui il évite un peu plus d'une tonne. Donc c'est dire à quel point son rôle en fait reste marginal. Et si on regarde ce rôle par rapport aux énergies renouvelables, ce qui est intéressant, c'est de constater qu'en fait, en rouge ici, le rôle du nucléaire en termes de pourcentage d'émissions évitées a connu son pic au milieu des années 90 et que depuis, il contribue de moins en moins à éviter des émissions en pourcentage, alors que les énergies renouvelables, elles, contribuent de plus en plus. Donc, y compris sous l'angle des émissions, la différence est très nette. Ce graphique important illustre la part du nucléaire en pourcentage de la production d'énergie dans le monde. On le voit encore depuis 1960, donc quasiment depuis les premières années du nucléaire. Et ce que ça vous montre, c'est que en fait, le nucléaire, en près de 70 ans, n'a jamais fourni plus de 6-7% de l'énergie primaire. En fait, si on rapporte ça à l'énergie réellement consommée, en tenant compte des pertes thermiques des centrales nucléaires, le nucléaire n'a jamais fourni dans son histoire plus de 3% de l'énergie consommée dans le monde. C'est un chiffre que je trouve extrêmement frappant parce qu'il contraste avec cette idée, cette notion qu'on a que le nucléaire est une technologie majeure dans l'histoire de l'énergie. En fait, pas vraiment d'un point de vue comptable. Et donc, ça m'amène à une hypothèse importante qui est que si le nucléaire est une technologie majeure, ce que je lui reconnais, et je parle du nucléaire civil ici, il l'est pour des raisons géopolitiques. C'est-à-dire qu'en fait, le nucléaire est associé à d'abord une idée de puissance des États qui maîtrisent le nucléaire et à des interdépendances géopolitiques entre les États qui détiennent les technologies, qui savent fabriquer des réacteurs, qui savent faire de l'uranium enrichi, etc. Et les États à qui ils donnent accès à ces technologies. Pendant toute la guerre froide, c'était les pays frères de l'Union soviétique et les pays amis des États-Unis. Et je ne vais pas le détailler, mais quand on regarde en fait la carte de déploiement du nucléaire dans le monde, elle coïncide de manière assez évidente avec les logiques de la guerre froide et la façon dont les grands pays historiquement détenteurs du nucléaire ont noué des relations avec d'autres à travers notamment des contrats d'approvisionnement en réacteurs et en combustible. L'autre point important, c'est qu'avec tout ça, il y a quand même à peine plus d'une trentaine de pays dans le monde, sur pratiquement 200,
qui ont du nucléaire civil, ce qui illustre en fait les difficultés, les limites au déploiement du nucléaire, qui tiennent justement à ces questions géopolitiques, qui tiennent aux enjeux de sécurité. Je rappelais tout à l'heure que Nicolas Sarkozy a eu l'intention de vendre des réacteurs nucléaires à la Libye de Kadhafi. Vous pouvez imaginer la situation si cette intention avait été à son terme. Voilà. Ce qui, globalement, explique, en plus des accidents nucléaires qui ont évidemment joué un rôle, et en plus des questions de coût du nucléaire, pourquoi le nucléaire, en fait, depuis maintenant plus de 40 ans, pratiquement, ne se développe plus. Vous voyez à gauche une relative stagnation du parc nucléaire mondial. Les constructions qui continuent n'ont pas remplacé, ont simplement compensé jusqu'ici les fermetures, et ça se traduit à droite par un déclin continu de la part du nucléaire dans l'électricité, parce qu'évidemment on consomme et on produit de plus en plus d'électricité. Si le parc nucléaire est stagnant, ça contribue. Et je finis sur cette question du panorama du nucléaire mondial en insistant sur un point qui me renvoie à cette question géopolitique. Ça, c'est la carte des réacteurs en construction dans le monde. Et vous avez en plein les réacteurs construits dans un pays par la filière nucléaire de ce pays, et en clair, les réacteurs qui, au contraire, sont exportés par un pays dans un autre. Ce qui ressort de cette carte, est résumé en haut, vous avez 63, vous aviez mi-2025, 63 réacteurs en construction, ce qui n'est pas suffisant pour, surtout au rythme auquel ils se construisent, pour remplacer les réacteurs existants. Hein. Donc même avec 63 réacteurs en construction, la perspective est plutôt à un déclin du parc nucléaire mondial. Mais sur ces réacteurs, hein, la quasi-totalité, 56, sont construits soit par la Chine chez elle, soit par la Russie, pour la plupart en exportation. Et sur 23 réacteurs construits en exportation, 20 le sont aujourd'hui construits par la Russie. Autrement dit, quand on fait la promotion aujourd'hui, comme le fait notre président de la République, du développement du nucléaire dans le monde, on déroule le tapis rouge à des stratégies de soft power par les interdépendances nucléaires de la Russie aujourd'hui et demain de la Chine, puisqu'elle se positionne de plus en plus pour être capable d'exporter, là où la France, elle, est à peu près incapable d'exporter des réacteurs et n'a obtenu aucun contrat d'exportation depuis les accords au Royaume-Uni. Avant de passer à la France, un dernier point, et je me rends compte que je suis long globalement, je vais essayer d'accélérer un peu, sur les dynamiques économiques. Et là encore, en fait, j'ai fait ce travail pour une réunion de débat public sur les EPR2, je ne sais plus si c'était Gravelines, Budget, mais de recenser vraiment, à partir des principales sources de référence, des chiffres actualisés sur le développement, le rythme de développement, sur les coûts, etc. du nucléaire versus les renouvelables. Ce qu'il faut en retenir est dans les trois pavés de texte en haut. Le nucléaire aujourd'hui c'est un marché de niche. On parle de au mieux quelques gigawatts installés par an, là où on parle en centaines de gigawatts pour les renouvelables. Donc en fait les deux ne jouent pas dans la même division aujourd'hui. En termes d'investissement, même chose, on est sur 15 fois plus d'investissement au moins dans les renouvelables que dans le nucléaire au niveau mondial. Et c'est parce que les coûts des renouvelables ne cessent de baisser et sont aujourd'hui même plus concurrentiels que ceux de la production d'électricité fossile pour des nouveaux projets, là où les coûts du nucléaire existant déjà ne cessent d'augmenter, où les coûts du nouveau nucléaire explosent. Pour vous donner un chiffre, on parle de 120, 130 euros du mégawattheure pour les EPR, au mieux. Là, on peut parler raisonnablement de 70 euros du mégawattheure pour les renouvelables.
Et ce différentiel, puisque ça fait partie de la discussion, c'est oui, mais avec les renouvelables, on a besoin de plus de stockage, de flexibilité. En fait, ce différentiel est tel aujourd'hui qu'il finance les besoins supplémentaires de stockage et de flexibilité. Donc notre conviction, nous, aujourd'hui, c'est que des stratégies renouvelables plus flexibilité et stockage sont à terme plus compétitives que des stratégies avec du nouveau nucléaire. Et puis un facteur important, c'est les temps de développement. Quand vous êtes sur les renouvelables, c'est beaucoup plus rapide et c'est beaucoup plus fiable parce que c'est beaucoup plus décentralisé. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un projet éolien qui se plante, mais vous n'allez pas avoir tous les projets éoliens qui se plantent, alors que votre programme EPR2 peut se planter en intégralité. Donc les délais et les risques sont là aussi sans commune mesure, et donc tout ça explique pourquoi la dynamique économique est clairement aujourd'hui du côté des renouvelables, et pourquoi dans les scénarios à long terme au niveau mondial, de la même manière, la priorité est clairement aux renouvelables par rapport au nucléaire, sans oublier, hein, je l'ai dit, mais ce n'est pas l'essentiel de la discussion ici, sans oublier le rôle majeur et premier de la maîtrise de la demande. Une fois que j'ai posé tout ça, la situation française, qui est un peu le contre-pied de cette dynamique mondiale, hein, puisque la France a quand même la spécificité d'être le pays le plus nucléarisé en termes de part du nucléaire dans l'électricité, et le plus nucléarisé aussi derrière, troisième derrière les États-Unis et la Chine, avec une population évidemment plus faible en termes de nombre de réacteurs. Un de ceux où le nucléaire est le plus intégré avec l'ensemble des activités de l'amont jusqu'à l'aval. Malgré tout, on reste quand même dépendant à plus de 60% d'importation d'énergie fossile. Et quand on regarde en fait le nucléaire, c'est 60-70%. On est remonté à 70% aujourd'hui de la production d'électricité en France. Mais sachant que l'électricité, c'est seulement un quart de notre consommation d'énergie. En fait, le nucléaire, c'est environ 20% de l'énergie qu'on consomme. 95% du débat, 95% de l'attention des gouvernements, 20% de l'énergie consommée. Un deuxième élément important à avoir en tête quand on discute du nucléaire dans les scénarios spécifiquement en France, c'est le fait qu'on a une pyramide des âges du parc nucléaire qui nous met dans une situation difficile. Là, vous voyez, hein, c'est la répartition avec les trois paliers en plus sombre, le palier dit 900 MW, donc les premiers réacteurs, les plus petits, qui sont déjà assez gros. Orange, le palier 1300 MW, le deuxième palier, et en jaune, le palier le plus récent, mais dont on n'a fait que 4 exemplaires, le palier N4, ou 1450 MW. Mais en fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que à peu près 80% des réacteurs se tiennent en 10 ans. C'est-à-dire on a mis en service en 10 ans 80% de cet équipement industriel. Ce qui, même en considérant que la projection était 40 ans à l'époque, est totalement incohérent du point de vue économique par rapport à des logiques de remplacement par roulement régulier de votre actif de production. Et donc, la conséquence de ça, c'est que comme nos réacteurs frisent aujourd'hui les 40 ans de durée de vie en moyenne, ce qui était la période projetée initialement dans les démonstrations de sûreté, il va bien falloir les fermer à un moment, et quand on va devoir les fermer, si on les amène tous à 50 ans, voire 60 ans, voire plus, comme le veut le président de la République, et à un moment, il va falloir les fermer tous assez brutalement, et du point de vue de la sécurité électrique, ça sera absolument intenable. Donc on a un énorme enjeu de ce côté-là, sur lequel la filière nucléaire et les gouvernements font grosso modo. Poser ça, j'en viens au scénario français. Là, c'est juste pour rappeler qu'on a eu en 2021, fin 2021, début 2022,
un cycle très important de scénarios, tous très ambitieux, très construits et tous, d'une manière ou d'une autre, très intéressants. On est dans un nouveau cycle, hein, d'ici la fin de l'année. Déjà, le Shift Project a présenté la première étape de son nouveau scénario cette semaine, vous l'avez peut-être suivi. L'ADEME et la stratégie bas carbone a été actualisée et l'ADEME et RTE sont en train de travailler à leur nouveau scénario pour la fin d'année et Négawatt également. Mais du coup, quelques éléments tirés des scénarios de cette époque. L'ADEME a fait un exercice intéressant, et je ne vous détaille pas, vous voyez les mots-clés en nuage, de transposition à l'échelle française des 4 scénarios du GIEC, les 4 scénarios types du GIEC. Vous vous souvenez, P1 jusqu'à P4, S1 jusqu'à S4, c'est la traduction, avec S1 très orienté sobriété et même frugalité dans leurs termes, et S4 au contraire pari technologique, notamment, est-ce que ça apparaît? Oui, la capture de CO2 dans l'air pour réduire, pour compenser nos émissions. L'ADEME, dans le cadre de ces scénarios, a étudié des mix électriques différents. Vous les voyez en bas. Le point à retenir, c'est que dans les scénarios S1 et S2 notamment, il n'y a plus de nucléaire en 2050. Donc l'ADEME a affirmé à l'époque que des scénarios sans nucléaire d'ici 2050 pour la France étaient possibles. Et quand on regarde le coût annuel complet du système électrique évalué par l'ADEME, eh ben, il est moins cher typiquement dans le scénario S2, qui est un scénario sans nucléaire à terme, que dans des scénarios où il y a du nouveau nucléaire. C'est un résultat. RTE a fait un ensemble de scénarios complexes où il croise 3 trajectoires de consommation. Une trajectoire dite médiane que vous voyez ici, qui arrive à 650 TWh à l'époque en 2050, à comparer à un peu plus de 450 TWh aujourd'hui. Une trajectoire plus haute de 100 TWh et une trajectoire plus basse de 100 TWh. Donc une trajectoire avec de la sobriété d'un côté, une trajectoire avec beaucoup d'électrification et pas de maîtrise de la demande de l'autre. Et ils l'ont croisé, et là encore, je ne vous fais pas le détail, avec 6 scénarios au total de mix électrique. 3 scénarios à gauche, tout renouvelable, soit dès 2050, soit en 2060, et 3 scénarios avec des degrés divers de nouveaux EPR. Et même dans le scénario avec le plus de nucléaire, non seulement plein de nouveaux EPR, mais des réacteurs SMR. Là encore, RTE affirme que les scénarios sont compatibles avec la neutralité carbone, hein, c'est un objectif de tous les scénarios de l'ADEME, RTE, etc. Donc, des scénarios 100% renouvelables sont compatibles avec la neutralité carbone, sont compatibles avec la sécurité électrique à un sens très fort du terme, c'est-à-dire au sens du respect des exigences réglementaires de sécurité électrique fixées, que RTE a la charge de maintenir. RTE fournit un résultat sur les coûts que vous voyez dans le graphique en bas, qui a été beaucoup exploité par la filière nucléaire, parce que vous voyez que les 3 scénarios à gauche, qui sont les scénarios avec tout renouvelable, sont plus chers en coût complet que les scénarios avec du nucléaire. Alors déjà, c'est contradictoire avec le résultat de l'ADEME, mais bon, ça tient à des logiques de modélisation. Ce graphique est le résultat consistant à dire les scénarios avec des renouvelables sont plus chers que les scénarios avec du nucléaire, a été extrêmement mis en avant et exploité, alors que c'est un résultat extrêmement fragile. Par exemple, le coût de l'EPR pris en compte dans
ces graphiques étaient autour de 6 000 € du kilowatt en construction, avec un stress test à 8 000. D'accord ? Le dernier coût fourni par EDF pour Sizewell, qui peut préfigurer ce qui se passerait avec les EPR2, est à 16 000 €. D'accord ? Donc le maximum pris en compte ici, c'est 8 000. Le dernier retour d'expérience est plutôt à 16 000. Les coûts des renouvelables, enfin les projections sur l'évolution des coûts des renouvelables sont très prudentes. Et par exemple, pas sur les renouvelables mais sur le stockage, RTE dans ses hypothèses ici prévoit en 2000, donc on est en 2021, RTE prévoit des coûts des batteries en 2050 qui sont déjà atteints en 2025. Voilà. Donc la dynamique elle est clairement en faveur des scénarios renouvelables. Et un dernier point très important, c'est que en fait, donc RTE a fait des analyses de sensibilité. Ce résultat, il est obtenu en appliquant, alors c'est un peu technique d'un point de vue économique, c'est le même taux de rémunération du capital à tous les investissements. Ça veut dire un taux de 4%. En gros, ça veut dire que tous les investissements, renouvelables, stockage, réseau nucléaire, se financent au même taux. D'accord ? Dans la vraie vie économique, si vous allez sur les marchés, à l'époque, c'est pas vrai aujourd'hui, mais l'écart demeure. À l'époque, les renouvelables trouvaient à 2%, ou souvent 3%. Le nucléaire au Royaume-Uni, par exemple, ne trouvait pas à 8%. D'accord ? RTE a fait juste une hypothèse où ils ont tout laissé à 4%. Et ils ont passé le nucléaire à 7%. Et bien, rien que cette hypothèse-là nivelle les résultats. Pour le dire autrement, le nucléaire, les scénarios avec du nucléaire n'apparaissent comme moins chers que si la puissance publique porte le risque financier associé au programme nucléaire. Ce qui est d'ailleurs en train de se faire, CF, le recours au livret. Voilà. Pourquoi, alors qu'on a ces résultats, alors qu'ils sont attestés, etc., pourquoi on n'a pas ce débat beaucoup plus sur la possibilité d'aller vers le 100% renouvelable ? Une des raisons, c'est qu'on a des opposants aux renouvelables très actifs et très malhonnêtes. Illustration ici avec quelques interventions de désinformation le jour du blackout ibérique, vous vous souvenez, le 28 avril dernier. La palme revenant à André Merlin, ancien président de RTE, qui affirme quand même, en disant je sais de quoi je parle, je suis un expert, c'est une dépression sur la péninsule ibérique qui a fait diminuer la production photovoltaïque tellement rapidement que ça a effondré le réseau. Ce qui est, on est au-delà du fantaisiste comme interprétation. Et donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que les experts sérieux, n'ayant le jour même ou le lendemain aucune information fiable pour aller commenter sur les plateaux, ont laissé la place à des lobbyistes pro-nucléaires et anti-renouvelables qui ont propagé cette désinformation. Ça a des effets puisque, par exemple, le 19 juin, donc peu de temps après, le blackout ibérique a été évoqué dans les motifs d'un amendement sur une loi sur l'énergie pour soumettre au vote, heureusement sans succès, mais quand même, soumettre au vote une proposition de moratoire sur le développement des énergies renouvelables en France. Après tout ce que je viens de vous dire sur leur dynamique dans le monde, leur progrès technique et économique. Le président de la République, encore lui, a utilisé le blackout ibérique pour affirmer une nouvelle fois que le tout renouvelable, ça ne marche pas. Et d'ailleurs, nos voisins européens s'en mordent les doigts. Donc ça, c'est le contexte politique dans lequel on est, alors même que les instances compétentes aujourd'hui disent clairement que le 100% renouvelable, d'un point de vue technique, d'un point de vue de sécurité du réseau, on peut le faire.
Ici, vous avez un rapport de 2024 de l'Agence internationale de l'énergie qui identifie différentes phases de plus en plus poussées de pénétration des renouvelables dans le système électrique et qui dit la plupart des solutions technologiques sont mûres ou disponibles sur le marché et pour la phase la plus poussée, des technologies viables existent et l'enjeu, ce n'est pas la technologie, c'est leurs conditions, notamment de marché, pour un déploiement à la bonne échelle. Voilà. Donc, on sait aujourd'hui, la IEA le dit, faire du 100% renouvelable. Dans la consultation en cours par RTE sur ces nouveaux scénarios à 2050, parmi les éléments que RTE a livrés à la consultation, je vous ai fait un extrait graphique. Donc c'est dans le cadre des propositions sur les hypothèses que RTE va retenir in fine pour faire ces scénarios. Pareil, sur la question de la robustesse des systèmes électriques, vous voyez, il y a à nouveau des mix tout renouvelables et des mix avec du nucléaire. Et RTE dit les solutions sont disponibles et de plus en plus éprouvées, quel que soit le mix de production considéré. Donc il n'y a plus de discussion aujourd'hui du point de vue des experts sur la faisabilité technique d'un système 100% renouvelable en mobilisant des solutions de stockage et de flexibilité. Tout ça m'amène, pour finir quand même, à vous dire quelques mots sur la façon dont on regarde ça à négawatt. Et pardon parce qu'il est déjà bien tard. Donc, dans notre scénario, on applique cette démarche négawatt, de la sobriété. Typiquement, aller sur des véhicules mieux dimensionnés, des véhicules partagés, des transports en commun, maîtriser les surfaces de bâtiments tertiaires, stabiliser les surfaces de logements par habitant, etc. Réduire l'obsolescence programmée des équipements. Enfin, il y a tout un tas d'hypothèses de sobriété, mais de notre point de vue raisonnable. On n'est pas sur de la restriction ou de la privation. On est même souvent sur des hypothèses qui vont améliorer en fait la qualité de vie. De l'efficacité, c'est notamment la rénovation thermique des bâtiments, mais pas que. Et la mobilisation de toutes les renouvelables, électriques bien sûr, mais aussi liées à la biomasse énergie. Et l'ensemble, en fait, permet de réduire de moitié la consommation dont on a besoin pour faire tourner notre économie et satisfaire nos besoins, et de satisfaire à terme 100% de cette consommation par des énergies renouvelables locales, en sortant de toute dépendance à des énergies importées. Si je fais juste un focus sur la trajectoire électrique, on est en fait avec Négawatt dans un scénario d'électrification pour répondre à votre interrogation tout à l'heure, mais où l'électrification, en étant combinée à de la maîtrise de la demande, ne conduit pas à une explosion de la demande électrique. Alors on est en train de revoir notre scénario, on sera sans doute un peu plus haut, parce que les potentiels d'électrification aujourd'hui nous apparaissent plus élevés qu'il y a 5 ans, mais fondamentalement, par exemple, vous voyez qu'on augmente la part de logements chauffés à l'électricité, mais c'est en déployant des pompes à chaleur plus efficaces que les convecteurs et en remplaçant aussi des convecteurs par des pompes à chaleur. Donc, tout en augmentant le recours à l'électricité pour le chauffage, on diminue la consommation d'électricité correspondante. On l'augmente évidemment pour la mobilité en électrifiant les véhicules, mais c'est un mode tellement efficace par rapport au moteur thermique que ça ne fait pas exploser la consommation. Et puis idem sur la progression de l'électrification dans l'industrie, mais au total, on a une part de l'électricité qui augmente significativement, mais une consommation électrique qui diminue et surtout du point de vue de la tenue du réseau, pardon pour les petits bugs de présentation, on a une baisse de la pointe hivernale que j'évoquais tout à l'heure comme un des gros enjeux sur la sécurité électrique, et pas une petite baisse, puisqu'on effondre d'un tiers grâce à la rénovation thermique des bâtiments. C'est fondamental pour assurer la sécurité dans un système qui devient, vous voyez, 100% renouvelable, avec de l'hydraulique qu'on n'augmente pas, qu'on diminue même par prudence, compte tenu de l'impact du changement climatique, avec de l'éolien qu'on développe en terrestre
et en maritime, mais de façon raisonnable, en terrestre par exemple, on est sur un doublement du nombre de mâts par rapport à aujourd'hui. Et ça reste un tiers de moins que ce qui est déjà déployé en Allemagne sur un territoire plus petit. Donc on essaye de veiller à la protection des paysages. Idem, fort développement du PV, et là le potentiel est plus important en fait que ça, mais sans recours à l'artificialisation de surface pour ça. Et vous voyez qu'on a un peu de gaz renouvelable, notamment issu de méthanisation, hein, qui vient fournir l'appoint dans des centrales thermiques de pointe pour garantir la sécurité électrique. Le tout en ayant modélisé l'équilibre électrique, donc en s'assurant de la sécurité du réseau, avec des moyens de puissance de réserve et de flexibilité, et une baisse continue des émissions de CO2. Donc on n'est pas en train de dire, parce qu'on développe les renouvelables, on va être obligé de recourir à des centrales gaz. Il y a de l'hydrogène, parce qu'en fait, quand on veut décarboner, il faut regarder toutes les sources d'émissions, et une grosse source d'émissions, c'est l'hydrogène qu'on utilise dans certaines filières industrielles, par exemple la filière minière. Et cet hydrogène, donc c'est pas de l'hydrogène énergétique, hein, c'est de l'hydrogène matière première de filières industrielles. Cet hydrogène aujourd'hui, il est produit en craquant du méthane, donc en craquant du gaz fossile, avec de très fortes émissions de CO2. Donc, dans un scénario qui cherche à réduire toutes les émissions et à décarboner tout le système, pas seulement l'électricité, il faut produire de l'hydrogène pour ses besoins industriels. La bonne nouvelle derrière ça, c'est qu'en produisant de l'hydrogène pour des besoins industriels, donc en développant de façon importante des électrolyseurs qui vont craquer de l'eau pour produire de l'hydrogène, du coup, on peut soustraire une petite partie de cette production d'hydrogène pour alimenter soit directement, soit en le recombinant avec du CO2, le gaz renouvelable qui vient faire la pointe sur mon graphique suivant, quoi, le gaz renouvelable qui est ici en vert. Ça ne serait pas rentable de développer cette filière gaz renouvelable à partir d'hydrogène, qui est vraiment important, c'est ce qu'on appelle le power to gas, pour équilibrer, là c'est pas le stockage journalier comme les batteries, hein, c'est le stockage intersaisonnier. Ça serait probablement pas rentable de le faire uniquement pour les besoins du système électrique, mais comme sous-produit ou composante d'un développement plus large de l'hydrogène pour les besoins industriels, ça fait complètement sens. Et donc je reviens sur cette question du parc nucléaire. Donc, là, à gauche, vous avez toutes les raisons pour lesquelles on considère que le nucléaire est moins soutenable que les renouvelables. Il s'appuie sur une ressource qui s'épuise, un stock d'uranium, contrairement au vent et au soleil ou à l'eau de manière évidente. Il pose ces trois risques spécifiques. Le risque intergénérationnel, on ne transfère pas une charge en 2150 quand on va vers les renouvelables. Le risque territorial majeur, on ne risque pas que, je ne sais pas, la région lyonnaise, après un accident au budget, devienne zone inhabitable, et le risque géopolitique. Donc pour cette raison, on considère que les renouvelables sont plus soutenables intrinsèquement que le nucléaire, ce qui nous a fait produire cette trajectoire où, on n'a pas mis de nouveaux réacteurs dans notre scénario, c'est une ligne à laquelle on se tient, et deux, on a beaucoup travaillé sur la gestion du parc existant. Je vous parlais de l'effet falaise tout à l'heure. Nous, en fait, on plaide pour une trajectoire où on lisse les fermetures, et où on les lisse avec l'idée qu'il ne faut pas que les derniers qu'on ferme soient trop vieux par rapport aux enjeux de sûreté. Et donc, il faut commencer à fermer dès que possible. Donc c'est ça la trajectoire qu'on a produite. Et puis, on y a intégré des réflexions sur la gestion des matières nucléaires, sur la gestion de l'emploi, par exemple. Ne pas refaire la même bêtise qu'a fait Fessenheim, fermer les 2 réacteurs d'une centrale où il n'y en a que 2 la même année, évidemment, du point de vue de la difficulté de reconversion du territoire et des salariés, c'est se tirer une balle dans le pied. Voilà, donc on a travaillé à toutes ces questions, et une fois qu'on les a travaillées, et ça n'a pas été beaucoup attendu, mais on va le redire cette fois, parce qu'on retravaille cette trajectoire, et j'espère que ça sera mieux entendu.
en fait, on a tenu un discours qui est que, quels que soient les moyens de production qui vont remplacer ce parc, en fait, la trajectoire de fermeture, elle se pose de toute façon. Et que les acteurs, je reviens à cette politique de l'autruche de dire on prolonge la durée de vie de tout le parc, en fait, c'est ces acteurs-là qui sont irresponsables en ne réfléchissant pas à une trajectoire maîtrisée, anticipée de fermeture du parc. Tout ça m'amène en conclusion à passer là-dessus par manque de temps. Vous pourrez le regarder, ça c'est juste pour dire que le scénario négawatt qu'on a posé par rapport à la grille des objectifs de développement durable, et on a vérifié a posteriori que quantitativement ou qualitativement il contribuait à l'atteinte de tous ces objectifs de développement durable. Et je finis sur deux choses. Un, l'analyse que je peux faire a posteriori maintenant si je reviens sur ce revirement en 10 ans et la position d'Emmanuel Macron aujourd'hui. L'analyse en fait de décisions qui sont clairement orientées en soutien et relance du nucléaire aujourd'hui de façon et dans des processus très peu démocratiques. En fait, on l'explique par des effets de verrouillage. Il y a des effets de verrouillage plutôt techniques sur la trajectoire, liés à la fragilité du système électrique, je l'ai évoqué, hein, les phénomènes de pointe. Fermer des réacteurs, c'est compliqué, donc dans l'immédiat, c'est quand même plus simple de dire qu'on les fermera plus tard. C'est aussi bête que ça. L'effet falaise sur l'âge des réacteurs, qui fait que, là aussi, tout repousser, ça apparaît plus simple aujourd'hui. Du point de vue plus du processus de décision, le fait que, je ne l'ai pas développé, mais les réacteurs, en fait, on décide tous les 10 ans si on les arrête ou si on les pousse, ou si on les prolonge. C'est ce qu'on appelle les réexamens périodiques de sûreté. Et en fait, vous ne pouvez pas, en décidant à un pas de 10 ans, gérer une trajectoire suffisamment lissée et flexible pour la maîtriser. Donc il y a des effets de ce type, et puis il y a des verrouillages politiques plus profonds. Il y a le poids du complexe industriel, hein, le poids d'EDF et de toute la filière, plus de 200 000 emplois directs, etc. Le poids du cadre électrique historique, on l'a évoqué, avec le manque de place et de modèles pour le développement, par exemple, de solutions PV et batteries. Et puis, il y a la dépendance géopolitique au nucléaire. La France, en tout cas nos gouvernants, reste convaincus que le nucléaire triomphant est un élément majeur pour assurer la place et le rayonnement de la France dans le monde. C'est d'autant plus vrai aujourd'hui sur le lien entre nucléaire civil et nucléaire militaire. Hein, je vous disais, au Creusot en décembre 2020, Emmanuel Macron dit l'un ne va pas sans l'autre. Et compte tenu de la crise et du réflexe de dissuasion aujourd'hui, c'est renforcé. Et puis mon dernier slide, c'est pour aller un peu sur des questions éthiques, etc. Parce que, en fait, la façon dont Emmanuel Macron, EDF et les promoteurs du nucléaire posent le sujet aujourd'hui, c'est oui, mais quand même, on a besoin du nucléaire pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Ou quand ils disent pas on en a besoin, ils disent c'est quand même plus facile avec le nucléaire qu'en se privant du nucléaire. Alors que j'espère vous avoir convaincu qu'en fait c'est plus facile en s'appuyant sur ce qui marche aujourd'hui, se déploie vite et moins coûteux, c'est-à-dire les renouvelables. Mais en tout cas, le débat s'arrête à qu'est-ce qui est bon pour la neutralité carbone en 2050. Si on fait le choix de refaire des EPR2 ou pas, en fait, il nous amène dans un choix profond entre écarter les risques inhérents au nucléaire en allant vers 100% renouvelable ou renouveler et maintenir ces risques. Et là, j'ai fait une petite frise chronologique où j'ai situé à gauche la période de construction des EPR2, et puis ensuite en vert leur période d'exploitation, le démantèlement, et au-delà du démantèlement, la gestion des déchets, en appliquant les mêmes délais que pour la gestion des déchets actuels, je vous ai dit tout à l'heure, jusqu'en 2150. Vous voyez que ça nous amène jusqu'en 2200 ou au-delà. D'accord ? Et donc, ça nous projette dans 30 ans, dans 90 ans, ou dans 180. Et là, du coup, j'ai dit, tiens, mais
machine à remonter le temps, c'était quoi aujourd'hui vu de 1990, vu de 1930 et vu de 1840. Et j'ai regardé ce qui avait pu changer sous quelques angles un peu majeurs, hein, les technologies, les institutions, notre perception des enjeux et des limites environnementales, et le contexte géopolitique. Et encore, je n'ai pas actualisé, ce diapo, puisque la crise ukrainienne y figure, mais pas la suite. Et vous voyez qu'en fait, c'est très vite vertigineux. C'est très vite vertigineux. Et donc avoir la prétention aujourd'hui de pouvoir projeter les conditions dans lesquelles se trouvera la société aux horizons de temps où elle devra rester absolument en maîtrise des risques spécifiques que représente le nucléaire, c'est un pari technocratique que je qualifierais juste de très audacieux. Voilà. Et à l'inverse, ne pas projeter de nouveaux réacteurs EPR2, c'est projeter une maîtrise, disons une trajectoire où on essaye de maîtriser l'héritage nucléaire actuel et d'en sortir pour aller vers un système 100% renouvelable qui n'est pas sans risque, qui n'est pas, il n'est pas absolument magique évidemment, mais qui, du point de vue de la soutenabilité et les risques, est quand même beaucoup plus sécurisant que le système actuel. Et je finirai sur ce point. En fait, pour moi, ce choix de faire des EPR2 ou pas, c'est un pari sociétal majeur, irréversible, qui engage la société française sur le très long terme dans un monde en pleine mutation. Et moi, je ne sais pas aujourd'hui pointer d'enjeux sociétal plus structurant et plus engageant que celui-là dans les décisions qui sont prises. Et le paradoxe, c'est qu'il n'est absolument pas discuté de cette manière. Et ça renvoie à toute la difficulté démocratique dans laquelle on est. Et puis, je finis. La dernière de mes fins, c'est pour quand même vous redire que nous travaillons à notre 6e scénario pour la France. On l'intitule un scénario qui répare et qui protège, parce qu'on pense que la transition énergétique, ça doit être à la fois un moyen de réparer une société française qu'on considère abîmée, socialement, environnementalement et démocratiquement. Et c'est aussi un chemin autour d'enjeux de souveraineté énergétique, de résilience, de robustesse, de justice sociale. C'est un chemin pour se protéger. Donc c'est ça qu'on va essayer de raconter en fin d'année. Et évidemment, on le racontera d'autant mieux qu'on aura les moyens pour le faire. Et donc je vous invite à contribuer à cette campagne de financement participatif. Vous avez les liens ici, mais ça se trouve notamment en allant sur Hello Asso et en cherchant les gars. Voilà, j'en ai fini. Je ne sais pas s'il y a encore des questions, mais en tout cas, je vous remercie.